Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Et bienvenue, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous êtes député et président du groupe RN à l'Assemblée nationale. Assemblée où le projet de loi immigration de Gérald Darmanin va entrer dans une phase décisive dès demain. Nous allons bien sûr en parler. Et sur le front de la lutte contre le terrorisme et sur l'insécurité, les échanges entre vous et l'exécutif sont très vifs, avec en toile de fond la responsabilité et l'inaction au sommet de l'État tel que vous les dénoncez. Pour vous interroger sur ces sujets, Marine Le Pen, et sur votre stratégie, évidemment politique, avec Jordan Bardella en vue des européennes et bien au-delà. Je suis entourée de mes camarades. Stéphane Dupont des Échos, bonjour à vous Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bock-Côté, bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Et tout d'abord, avant d'aborder tous ces sujets éminemment importants, Marine Le Pen, vous-même et 26 autres personnes avec le parti, vous êtes renvoyés en correctionnel dans l'affaire dite des assistants parlementaires au Parlement européen. Je rappelle que l'enquête a débuté en 2015 pour suspicion de détournement de fonds publics dans le but de rémunérer des assistants qui travaillaient pour le parti selon le parquet. Le procès aura lieu en 2024. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Je ne suis pas particulièrement étonné de cette décision, puisque le parquet est cohérent. Il va dans un sens que nous contestons par ailleurs, avec une analyse juridique que nous contestons également, mais qu'il a appliqué à M. Bayrou, qu'il appliquera très certainement demain à M. Mélenchon, ce qui fait que l'ensemble de la classe politique sera donc traîné devant un tribunal correctionnel. Nous expliquerons d'ailleurs au tribunal les raisons pour lesquelles nous contestons formellement les accusations qui sont portées et qui ne sont que, en réalité, le copier-coller de la vision du Parlement européen et de ses technocrates. Vous avez l'air plutôt confiante. On dirait que vous attendez ce rendez-vous pour vous expliquer et en tous les cas présenter vos arguments. Ah mais bien sûr, je suis confiante sur le fond. Je suis aussi confiante par ailleurs sur la forme que la procédure a prise, car il y a eu de multiples violations des droits de la défense au cours de cette procédure, dont nous n'avons pas pu nous plaindre, car ce que très peu de gens savent, c'est que l'Union européenne, qui donne des leçons de respect des droits de l'homme à la terre entière, eh bien l'Union européenne a toujours refusé de signer la Convention européenne des droits de l'homme. Alors même qu'elle avait pris cet engagement dans le traité de Lisbonne, l'Union européenne, au moment où nous nous parlons, n'est pas signataire de la Convention européenne des droits de l'homme. Oh, ça n'est qu'une des multiples hypocrisies de cette structure. Est-ce que vous, Marine Le Pen, est-ce que vous voyez dans ce renvoi en correctionnel une forme de justice politique ? Vous parliez de François Bayrou, de Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que disent certains responsables de votre parti. De justice politique, en tout cas, un désir de la part d'un certain nombre de magistrats de se faire le monde politique. Mais je crois qu'il n'y a pas que ces affaires qui nous permettent de tirer cette conclusion. En l'espèce, en réalité, le Parlement européen souhaite faire de nos assistants parlementaires des employés de la Commission. Ah ben justement, Voilà. Or, ce sont des assistants parlementaires, de parlementaires opposés à l'Union européenne. Pardon de faire de la politique et pardon de faire en sorte que nos assistants parlementaires nous aident à faire de la politique pour contester en réalité le fonctionnement de l'Union européenne. Mais justement, est-ce qu'on peut y voir aussi une tentative d'inféodation des partis, des nations aussi? Autrement dit, vous n'aurez pas le droit de mener votre propre politique si elle entre en contradiction avec l'Europe. Ah, c'est une inquiétude. Il est évident que ces procès ont vocation un peu à tétaniser les élus. Et l'absence de respect, d'ailleurs, de toute règle dans le fonctionnement du Parlement européen, liée à l'absence de signature de la Convention européenne des droits de l'homme, fait également partie de cette pression. Parce que les élus, demain, se diront « Ouh là là, moi, j'ai pas envie de me mettre trop mal avec l'administration du Parlement européen. Je risque quand même un certain nombre de difficultés, donc je préfère m'abstenir de défendre mon pays. » Bon, eh bien, nous, ils peuvent toujours nous faire ça, ils ne nous intimideront pas, et donc nous allons à ce procès avec tranquillité. D'ailleurs, vous l'avez précisé, Marine Le Pen, encore une question à ce sujet. C'est le même procès qui est fait au Modem et à François Bayrou. Je rappelle que François Bayrou a été à la barre pendant 5 semaines pour un verdict attendu en début d'année prochaine. Donc j'imagine que vous considérez le procès du Modem un peu comme une répétition avant le vôtre. Ça dépend ce qui sera jugé. Mais il faut croire quand même qu'il y a une différence entre le Modem et nous, puisque nous, l'intégralité des assistants parlementaires a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, alors que dans la procédure de M. Bayrou, aucun des assistants parlementaires n'a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. Ce qui pose quand même légèrement un problème. Parce que dans notre pays, normalement, la justice devrait avancer de la même manière, selon les mêmes principes et avec les mêmes conclusions
quelle que soit la personne qui est devant elle. Vous craignez une peine d'inéligibilité, ce qui pourrait arriver? Mais j'ai le sentiment que chacun pense qu'en réalité, c'est l'objectif. C'est ça. Comme tout le monde me pose la question, je me doute que chacun pense en réalité, en son fort intérieur, que l'objectif, ce serait de tenter de m'empêcher d'être présente à la future élection présidentielle. Je ne peux pas imaginer que la justice se prête à cela. Vous ne pouvez vraiment pas l'imaginer? Je pourrais potentiellement l'imaginer, mais enfin, il faudrait quand même aller très très loin, puisqu'il faudrait que cette inéligibilité soit exprimée, comment dire, avec exécution provisoire, ce qui serait tout de même étonnant. Politiquement, Marine Le Pen, on l'a dit, c'est une semaine décisive pour le projet de loi immigration à l'Assemblée nationale. Le projet de loi de Gérald Darmanin pourrait être rejeté dès demain. On précise à nos téléspectateurs et auditeurs, les écologistes ont déposé une motion de rejet. Si cette motion est adoptée, le texte ne sera même pas débattu. Pour cela, il faut les voix de la NUPES, des LR et donc des députés RN. Ce matin dans Le Parisien, Éric Ciotti laisse entendre qu'il pourrait voter la motion de rejet. Avant de vous demander vos intentions à vous, qu'est-ce que vous pensez déjà de ce que pourraient faire les LR? Mais je ne comprends pas bien, moi. Bon, ne me demandez pas à moi, j'ai énormément de mal à comprendre comment fonctionnent les LR. Donc, ils déposent une motion de rejet et ils se posent la question de savoir s'ils vont voter la motion de rejet. À partir du moment où ils l'ont déposée, je suppose que c'est qu'ils souhaitent le rejet du texte. Donc, on pourrait s'attendre à ce que M. Ciotti dise, évidemment, on va voter la motion de rejet. Puisque quand il y a deux motions de rejet qui sont déposées, il y a un tirage au sort. Bon, un coup c'est eux, un coup c'est les autres, mais ça ne change pas la volonté de rejeter le texte. Donc, je suis un peu inquiète de voir que les LR ne sont même pas capables d'être d'accord avec eux-mêmes. Et vous, le serez-vous? Et dans quel sens allez-vous nous allons en voter discuter lors d'une réunion de groupe qui aura lieu demain avec l'ensemble de mes députés, et nous prendrons notre décision et nous le ferons savoir. La veille du vote, vous n'êtes pas capable de nous dire aujourd'hui si vous allez voter cette motion de rejet? C'est quand même une décision très importante. Il y a des arguments pour et il y a des arguments contre. L'argument contre, c'est que, évidemment, nous souhaitons débattre. Parce que M. Darmanin dit tout et l'inverse de tout. Et à un moment donné, il va falloir qu'avec des contradicteurs, pas seulement lors des questions au gouvernement où il sait que personne ne peut lui répondre, avec des contradicteurs, il nous explique sa position, parce que pour l'instant, elle n'est pas claire. Je veux dire, le Sénat supprime l'AME, merveilleux, fantastique, dit Gérald Darmanin. Ça me va très bien. La commission à l'Assemblée nationale rétablit l'AME, merveilleux, fantastique. Ça me va très bien. Alors qu'est-ce qu'il faire le compromis? Non mais d'accord, mais il pense quoi au fond de lui? Il est pour ou il est contre l'AME? Et on peut trouver 10 exemples de ce type. Alors ça, c'est le contre. Le pour, c'est qu'il est tout à fait évident que nous sommes opposés frontalement à cette loi sur l'immigration, qui en réalité crée une nouvelle filière d'immigration supplémentaire, alors que déjà l'on voit que nous sommes submergés par une immigration anarchique, et donc le fait de l'évacuer, pas totalement d'ailleurs, hein, parce que c'est un peu compliqué, mais on retombera en fait sur le texte du Sénat qui, il n'est pas parfait, mais est moins pire. Même si, à nos yeux, il ne mérite pas d'être voté non plus. On va aller sur le fond, qui est très important évidemment de ce projet de loi sur ce sujet de l'immigration, mais politiquement, ça voudrait dire, et c'est ce que dit d'ailleurs Gérald Darmanin, je vous oppose son argument, il dit que vous pourriez faire alliance pour cette motion de rejet avec Sandrine Rousseau, et que ce serait un peu l'alliance de la carpe et du lapin. Oui, mais c'est le même argument qui sort à chaque fois. Ils sortent cet argument avec les motions de censure. Ça fait la 20e fois qu'ils nous expliquent ça. Ils ne comprennent pas, manifestement, le fonctionnement de la démocratie. Peut-être faut-il retourner en cours de démocratie première année. On peut être opposé à un texte pour des raisons différentes. Il se trouve que nous sommes opposés à ce texte sur l'immigration pour des raisons exactement inverses de celles de la France insoumise. Voilà. Eux, ils considèrent qu'il n'y a pas assez d'immigration, qu'il faut régulariser la terre entière. Nous, vous savez ce que nous pensons de cela. Donc, on peut parfaitement être opposé à un texte, surtout quand il est conçu sur un toxique en même temps, pour des raisons radicalement différentes. Sur un texte aussi important que l'Assemblée nationale ne débatte pas, ça un vous texte pose pas... aussi important. Oui. Il ne faut pas utiliser
les arguments du gouvernement. Un sujet aussi important. Sur un sujet aussi important. Le sujet est important. Le texte, en réalité, est un petit texte administratif. C'est ce que vous aviez dit au mois d'octobre. Vous seriez prêt à le voter. Vous pourriez le voter. Vous avez dit un petit texte qu'on pourrait voter. Oui, s'il n'y avait pas, par ailleurs, la création d'une filière supplémentaire d'immigration et de régularisation de clandestins. Et ça, vous le saviez, Marine Le Pen, quand vous avez dit petit texte qu'on pourrait voter, vous saviez qu'il y avait la régularisation. Oui, sauf que le Sénat s'était engagé à supprimer l'article 3. La réalité, c'est qu'ils ne l'ont pas supprimé, ils l'ont juste appelé article 4 bis. Donc, Mais vous dites que le texte du Sénat est moins pire, je reprends vos mots. Représenterait-il néanmoins un progrès par rapport à la situation actuelle? Non, à partir du moment où il continue à régulariser, si vous voulez, des clandestins, je pense que c'est un signal catastrophique. Voilà, c'est un signal catastrophique parce que en matière d'immigration aussi, il y a le signal que l'on lance. Or, si l'on dit aux clandestins qui sont sur notre territoire, si vous travaillez, vous pourrez être régularisé, alors eh bien, d'autres clandestins viendront cherchant un emploi pour pouvoir être potentiellement régularisés. C'est donc un très mauvais signal. La réalité, c'est qu'il faut aujourd'hui une loi extrêmement ferme, et même une loi constitutionnelle, pour arrêter l'immigration dans notre pays, renvoyer les clandestins chez eux. Et pour cela, je suis navré de vous le dire, nous avons beaucoup travaillé. Il n'y a pas d'autre moyen que de constitutionnaliser une grande partie du droit des étrangers et de rappeler que la Constitution est supérieure à tout texte et à toute jurisprudence de nature internationale. Marine Le Pen, on va marquer une pause parce que Gérald Darmanin rappelle aussi qu'il y a le volet fermeté. Il va plus loin, il dit que si l'opposition LR, mais aussi finalement le RN, ne vote pas ce projet de loi, c'est-à-dire qui lui permet aussi de renvoyer les délinquants étrangers, vous pourriez en être responsable. Vous nous répondrez juste après la pause. La suite en direct, bien sûr, du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Nous parlons du projet de loi immigration qui rentre dès demain dans une phase décisive. Tout pourrait même s'arrêter demain si la motion de rejet du texte est adoptée. Vous nous avez dit, Marine Le Pen, que vous allez en discuter, que vous voyez aussi, vous pesez le pour et le contre sur l'opportunité d'un débat au Parlement. Mais évidemment, vous critiquez cette loi. Gérald Darmanin, lui, n'a de cesse de mettre en avant l'aspect de fermeté. Il dit qu'elle prévoit des facilités pour renvoyer des délinquants étrangers, 4000 par an. Et est-ce que vous ne vous exposez pas vous-même, Marine Le Pen, à la critique qui est celle de dire, vous dénoncez souvent l'action de l'exécutif, mais quand il faut voter des dispositions qui vont dans le sens de la fermeté, vous n'êtes pas au rendez-vous. Vous l'avez souvent entendu, cela. Oui, d'accord, mais dans ces cas-là, si vous voulez, le problème, c'est qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils pourraient dire clairement aux Français ce qu'ils souhaitent? Moi, je dis, pour eux, l'immigration n'est pas un problème, c'est un projet. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'ils mettent un texte en place, c'est en réalité pour se poser la question de savoir comment accueillir l'immigration. Comment mieux l'accueillir? Comment mettre en place les conditions, les infrastructures, le personnel pour accueillir l'immigration? Bon, et donc, je ne pense absolument pas que cette loi est susceptible de régler le problème de l'immigration. Je pense qu'elle n'est pas susceptible de régler le problème des obligations de quitter le territoire français dont M. Darmanin, pour le coup, porte la responsabilité et qui ne sont que 7% à être exécutés. 7%, c'est dérisoire. Il faut quand même se le dire et ça s'est aggravé au fil des années. Quant aux propos de M. Darmanin, essayons de dire que ceux qui seraient sur le territoire, qui serait resté sur le territoire et qu'il aurait pu éventuellement expulser si la loi était votée, c'est-à-dire très peu en réalité, commettaient un acte criminel ou de délinquance, ceux qui n'auraient pas voté la loi sont responsables, mais ça veut donc dire que lui, il est responsable de tous ceux qui, arrivés avant 13 ans, ont commis des crimes et des délits sur le territoire depuis qu'il est ministre. Car il aurait pu faire passer une loi exclusivement sur ce sujet. C'est une modification du CESEDA. C'est extrêmement simple, après tout, si vraiment il avait cela à cœur. Donc, ces utilisations d'argumentation démontrent une chose, c'est que M. Darmanin est en réalité extrêmement fébrile. Et d'ailleurs, il a envoyé, alors là, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. J'avoue que je n'ai jamais vu ça dans ma carrière. Il a envoyé à tous les députés un mail pour expliquer tous les cas où des étrangers arrivés avant 13 ans pourraient demain pouvoir être renvoyés. Il y en a 2 pages et demie
dont des exemples d'ailleurs un peu problématiques, parce que il y a un qui est né en 2002, en 2008, il commet une conduite sous l'effet d'un produit alcoolique, ce qui pose quand même un problème. À 6 ans, c'est quand même assez rare. Mais à quoi tient sa fébrilité? Parce que mais il n'y a que cela. Il n'y a que ce cas-là dans la loi. Mais s'il n'y a que ça, mais il n'y a pas de problème, Monsieur Darmanin. On va vous la faire passer, cette modification du CESEDA. Moi, j'ai aucune difficulté. On va mettre ça pendant la semaine de l'Assemblée. En 2 temps, 3 mouvements, cette modification sera votée. Aucune difficulté. Vous êtes en train de dire que c'est l'arbre qui cache la forêt d'un projet, si je vous entends bien, ce sont vos mots, immigrationniste. Mais évidemment. Il y a toute une série de mesures dans ce projet de loi qui concourent à l'aggravation, en réalité, de l'immigration, sans compter que la majorité a participé à supprimer tous les éléments de durcissement qui avaient été posés par le Sénat. Et tout cela a disparu. La suppression de l'AME, par exemple, a disparu. Donc on a la régularisation des clandestins qui travaillent, l'ouverture à une politique de quotas. Oui. Pardon, mais ça c'est mis en place dans des pays, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous avez utilisé une formule qui veut de l'immigration. Vous avez utilisé la formule « arrêter l'immigration ». Alors vous entendez peut-être cette petite musique dans l'espace public. Ce ne serait pas possible de l'arrêter. Au mieux pourrait-on la maîtriser parce que la pression démographique, parce que la pression économique ferait telle que ce ne serait plus possible politiquement ou juridiquement aujourd'hui d'arrêter l'immigration. Vous êtes en désaccord avec cela? Arrêter l'immigration, c'est quoi? C'est faire en sorte que l'on détermine un nombre d'immigrés que la France peut accueillir chaque année. 10 000, 15 000. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire en accueillir 10 000. Ça veut dire que c'est la différence entre ceux qui arrivent et ceux qui repartent. Le problème, c'est que dans notre pays, plus personne ne repart. Ni les déboutés du droit d'asile, ni les étudiants qui sont pourtant venus apprendre pour pouvoir normalement contribuer à l'enrichissement et au développement de leur pays d'origine. Plus personne ne repart. Donc il faut drastiquement limiter évidemment le regroupement familial. Il faut évidemment revoir les conditions du droit d'asile dont on voit bien qu'il a été détourné de son objectif principal. Il faut arrêter l'immigration de travail d'ailleurs. Parce qu'à partir du moment où nous avons sur notre territoire des étrangers qui sont 2 fois plus au chômage que les Français en pourcentage. Et pourquoi aller en chercher encore d'autres? Donc c'est une maîtrise ferme de l'immigration, mais pas une immigration zéro. Non, mais l'immigration rejetée. Oui, enfin je le rejette. C'est une facilité de langage. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a jamais d'immigration zéro. Bon, mais il y a toute une série de choses à revoir. Il faut supprimer le droit du sol. Il faut supprimer l'acquisition automatique de la nationalité par mariage. On peut très bien, je le dis aux gens, supprimer le droit du sol, ça ne veut pas dire interdire à des gens de potentiellement devenir français. Il existe toujours la possibilité d'être naturalisé. Le fait d'être né sur le territoire peut être un élément d'ailleurs positif dans votre dossier de demande de naturalisation. Mais ça n'est pas automatique ou quasi automatique. Dans le projet de loi Darmanin, il n'y a rien qui va dans le bon sens selon vous. Il n'y a pas de mesures, il n'y a pas de progrès, il n'y a rien qui... Si, il y a quelques mesures qui vont plutôt dans le bon sens, mais qui pourraient très bien être inclus dans une loi votée très rapidement, la suppression de la restriction d'expulsion d'un certain nombre de personnes qui menacent l'ordre public, il y a la suppression d'un certain nombre de catégories d'étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet d'OQTF. Il y a quelques mesures qui sont bien. C'est pour ça que je disais que s'il n'y avait pas eu les mesures immigrationnistes, on aurait pu le voter. Mais ça va finir en 49.3. Il faudrait qu'ils puissent en avoir un encore à leur disposition. Le Conseil constitutionnel est saisi du problème. Bien. Marine Le Pen, vendredi à Valenton, dans le Val-de-Marne, un adolescent de 17 ans a été poignardé à mort pour un survêtement qu'il souhaitait vendre. Un mineur a été depuis placé en garde à vue. C'est mort, poignardé au couteau. Est-ce que, pris isolément ou dans un continuum, ce sont pour vous des faits divers ou des faits de société? Non, c'est un fait de société. C'est incontestable. Que dit-il alors si c'est un fait de société? Il dit l'ensauvagement de notre société. Voilà, le mot qui est utilisé d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur. Oui, enfin, le mot que nous avons utilisé et qu'il a repris, le problème c'est qu'il se paye de mots. C'est-à-dire qu'il pense que dire c'est faire. Et il pense qu'en posant un constat qui est un constat réel, eh bien le problème va se régler de lui-même.
Or, il ne se réglera pas de lui-même parce que rien n'est sérieusement fait pour le régler. Nous avons fait un certain nombre de propositions. Vous voyez bien que dans tous les reportages que vous faites, vous vous apercevez que les jeunes délinquants que vous interrogez, qui sont dans les quartiers criminogènes, vous disent « mais nous, on a tous un couteau sur nous. Tous ». Qu'est-ce qui est fait contre ça ? Il faudrait quoi ? Non mais qu'est-ce qui est fait ? Non mais il y a une loi, il faut l'appliquer, il y a une loi. Bon, en réalité, je crois qu'il y a eu 300, j'ai posé la question au ministre de l'Intérieur, l'année précédente, il y a eu, je crois, 300 condamnations pour port d'armes illégales de ce type, dont une partie d'ailleurs, ça a été un stage de citoyenneté. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de volonté d'agir. Bon, mais ça c'est une des choses. La police et la justice qui ne font pas leur travail. Non, c'est le politique qui ne fait pas son travail. Arrêtons. Là aussi, la technique de M. Darmanin est objectivement inadmissible. À chaque fois qu'on le met en cause, lui, il dit... Vous mettez en cause les policiers, vous mettez en cause les services de renseignement. Non, nous ne mettons pas en cause l'ensemble de ceux qui participent à assurer notre sécurité parce qu'ils font ce qu'ils peuvent avec les ordres qui leur sont donnés. Le problème, ce sont les ordres qui ne sont pas donnés. C'est clair. Donc la fermeté face à ce type d'agression, mais aussi, pendant la campagne présidentielle, j'avais dit il y a un problème majeur, c'est la désacralisation de l'intégrité physique. Voilà. Il faut donc resacraliser l'intégrité physique. Non, mais là, pour le coup, il fallait un renforcement de la loi. En disant ceux qui attentent à l'intégrité physique ne pourront plus bénéficier des aménagements de peine s'ils sont condamnés à plus de 6 mois. Ça, c'est un moyen, encore une fois, pour lancer le signal. Nous n'admettrons plus que pour un oui ou pour un non, parfois de manière parfaitement gratuite, vous attaquiez à l'intégrité physique de quelqu'un, vous le blessiez et de plus en plus souvent, hélas, vous le tuez. Alors, depuis l'agression de Crépol, un terme est revenu dans le débat public, le terme de racisme anti-blanc. Certains le dénoncent, d'autres disent que ce terme ne réfère à aucune réalité. Est-ce que la question du racisme anti-blanc est une vraie question en France aujourd'hui? Bien sûr, mais c'est une question depuis des années que nous avons cherché à... Mais le terme ne vous choque pas? Mais enfin, le racisme, c'est le racisme. Ce serait quand même absolument insensé d'admettre que le racisme à l'égard de nos compatriotes de peau noire serait du racisme, le racisme à l'égard de nos compatriotes de peau blanche ne serait pas du racisme. Bon, c'est en tout cas ce que pense Mme Abdul Malak, la ministre de la Culture, puisqu'elle entend mettre en place une politique de discrimination positive pour accorder des postes à la tête d'instituts culturels, et le choix serait fait, notamment, dit-elle, notamment en raison de la couleur de la peau. C'est une politique qui est une politique fondée sur la couleur de la peau, c'est une politique raciste. Mais est-ce qu'il y a un continuum, si je comprends bien? On dit Crépol, racisme anti-blanc, on veut les circonstances, les citations, les témoignages, et vous nous dites, Mme Abdul Malak, racisme anti-blanc pour la discrimination positive. Pour vous, c'est un continuum, ça, ou deux phénomènes distincts? Non, c'est pas un continuum. C'est une négation d'une réalité que l'on voit depuis plusieurs années, qui est qu'il existe chez un certain nombre de personnes une haine qu'ils expriment, une volonté de discriminer, une volonté de développer la haine à l'égard de telle religion, de telle couleur de peau. Ça existe et il faut en tenir compte. On ne peut pas, encore une fois, se cacher les yeux face à cette réalité. Quand vous le dites, quand vous le dénoncez, quand vous appréhendez et vous évoquez ces sujets graves, puisqu'il y a eu Thomas, il y a eu Lola et beaucoup d'autres, l'exécutif, et en particulier la Première ministre et le garde des Sceaux, vous accusent régulièrement de récupération politique, en fait d'être des charognards. Des charognards qui attendaient justement... en tous les cas, de voir dans ces faits-là quelque chose qui correspond à votre grille idéologique. Que répondez-vous? C'est une accusation qui est grave. Oui, mais sur des bien sujets entendu, quand même... mais ils utilisent cette accusation pour ne pas répondre sur le fond. Regardez les questions au gouvernement, regardez-les depuis 6 mois, regardez-les quand il s'agit d'insécurité. À chaque fois que l'on pose une question, aussi polie soit-elle, aussi raisonnable soit-elle, nous sommes confrontés à un torrent d'injures de la part de Mme Borne, de M. Darmanin, de M. Dupond-Moretti. Et pendant qu'ils nous injurient pendant 2 minutes, ils ne sont pas obligés de se justifier. Moi, je ne comprends pas ce comportement. Je veux dire, moi, j'attends d'un responsable politique que face à une situation telle que celle-là, ils viennent et ils disent, Madame, vous avez raison.
qui se passe est catastrophique. Nous y apportons une attention toute particulière. Nous souhaitons mettre en place les conditions. Marine Le Pen, quand vous prenez la parole, vous dénoncez leur inaction, c'est leur incapacité, leur incurie. Oui. Ils ne vont pas vous dire merci, on vous remercie, vous êtes mais bien sûr qu'ils n'agissent pas. Et nous sommes là dans l'opposition pour leur dire. Nous sommes là pour leur dire, nous pensons que vous ne faites pas le nécessaire. Et j'en suis absolument convaincu qu'ils ne font pas le nécessaire. Vous, ce n'est pas une exploitation politique de ce que vous appelez ces faits de société. Mais c'est quoi la politique pour vous ? Qu'est-ce que c'est pour vous que la politique, si ce n'est prendre les problèmes que vivent les gens au quotidien et leur apporter des réponses? C'est quoi pour vous la politique? C'est un truc où on boit le thé dans un salon avec des technocrates qui sortent de l'ENA. C'est quoi exactement pour vous? C'est ça la politique pour Elisabeth Borne? Mais évidemment que c'est ça la politique pour Elisabeth Borne. La preuve, elle ne se rend même pas compte qu'il y a une réalité de l'insécurité dans notre pays. Sentiment de la violence. Elle parle encore de sentiment d'insécurité, comme Lionel Jospin en son temps. Elle ne connaît pas son propre pays de ce point de vue, selon vous? Mais elle ne le connaît pas, ou alors, je vais vous dire, ils ont tellement peur d'accepter qu'ils ont une responsabilité dans cette situation que le mieux, c'est de nier la situation. Tant qu'ils nient la situation, ils ne sont pas obligés de dire, la situation est catastrophique, nous en sommes en partie responsables, parce qu'à ce moment-là, dans responsable politique, il faut retirer responsable si plus personne n'a jamais de responsabilité. Et nous sommes donc obligés d'agir. Voilà. Et la réalité, c'est qu'en niant les faits, en niant le fait de société, ils cherchent en réalité à se protéger et à nier leur propre responsabilité et leur propre inaction. Une courte pause et on se retrouve avec vous, Marine Le Pen, invitée ce dimanche. Grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Merci d'être avec nous. Le grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Dans quelques instants, nous allons évoquer le rendez-vous d'Emmanuel Macron en janvier 2024 pour, dit-il, tenir l'unité du pays. Marine Le Pen en évoquera également ce sondage où plus d'un tiers des Français disent adhérer aux idées du RN. Et pour beaucoup de Français, le RN n'est plus du tout un danger. En tout cas, ils ne le voient pas ainsi si vous arriviez au pouvoir. Mais tout d'abord, cette information qui nous arrive à l'instant, je précise que c'est une information de l'Obs. Dans l'affaire dite David Rachlin, le parquet de Draguignan ouvre donc une enquête préliminaire sur la gestion de Fréjus et de David Rachlin. Comment vous réagissez à cela, sachant qu'il y avait eu un livre intitulé « Les rapaces » sur une enquête au cœur d'un système, disait la journaliste, politico-financier nommé Rachlin? C'est assez classique que le parquet ouvre une enquête sur savoir si ce qui est indiqué dans ce livre est vrai ou non. Je trouve ça, pour le coup, assez naturel. Vous n'y voyez pas autre chose, une fragilisation de David Rachlin aujourd'hui? Non, ça lui permettra de se défendre précisément, puisqu'il l'a fait en poursuivant, en déposant une plainte en diffamation contre l'auteur du livre, mais il pourra ainsi se défendre des accusations qui sont portés contre lui. La gestion est exemplaire, selon vous? Mais j'en sais strictement rien, cher monsieur. Pardon, je ne vis pas à Fréjus, je ne travaille pas à la mairie, j'en sais strictement rien. Ce que je sais, c'est qu'il a été réélu au premier tour par ses administrés lors des dernières municipales. Il peut être un maire, admiré et reconnu et avoir une gestion qui ne soit pas à la hauteur. Tout peut absolument arriver. Encore une fois... Je suis dans l'incapacité de vous apporter la moindre réponse sur ce sujet, n'ayant que des rapports très lointains avec la gestion de Fréjus, compte tenu de ma position. Marine Le Pen, le président de la République a annoncé un rendez-vous avec la nation en janvier 2024 pour, dit-il, tenir l'unité du pays, redonner goût en l'avenir. Alors, sans donner plus de détails sur la forme, en ces temps troubles au Proche-Orient et après tout ce qu'on a évoqué, là, un continuum d'insécurité, est-ce que sa parole est audible, attendue, bienvenue? Peut-être nommer Jordan Bardella Premier ministre pour redonner de l'espoir au pays. Il y a tellement... Vous balayez la réponse. Mais est-ce que Emmanuel Macron est encore président pour quelques années? Non, mais je comprends. Mais est-ce qu'il est encore possible, selon vous, autrement que sous votre administration, votre présidence éventuellement un jour, est-ce qu'il est possible de redonner vigueur à ce pays dans les circonstances actuelles? Non, je ne le crois pas. Non, je ne le crois pas. Je crois qu'Emmanuel Macron a démontré durant 6 ans son incapacité totale à rétablir les piliers de notre pays et même sa grande capacité à aggraver les difficultés qui sont celles aujourd'hui de notre pays. Donc il n'y a plus un domaine... Pardon, mais moi... Il est complètement... Parfois, vous savez, je réagis comme une citoyenne aussi
comme tout le monde, hein, je regarde, et partout où je regarde, les choses vont mal, et vont de plus en plus mal. Je veux dire, la santé, c'est une catastrophe. L'enseignement, c'est une catastrophe. L'insécurité, c'est une catastrophe. L'immigration, c'est une catastrophe. Son positionnement en matière internationale nous a fâchés quasiment avec le monde entier. L'industrie s'effondre, les TPE-PME n'arrivent plus à payer l'énergie. Enfin, il n'y a pas un domaine où on se dit « Ah, quand même là... » C'est pas mal. L'agriculture, j'en parle pas. Marine Le Pen continue à parler d'unité et je voudrais vous faire réagir à une séquence très particulière qui a suscité beaucoup de réactions puisque en parlant de division et de critique, Emmanuel Macron a appelé à raison garder. Après la polémique sur Hanouka, la bougie et les chants à l'Élysée, il a nié toute atteinte à la laïcité. Il parle d'un esprit de concorde. Est-ce que vous pourriez l'entendre et l'appréhender ainsi ? Je pense que ce qu'il a fait est extrêmement maladroit. Ça a d'ailleurs été dénoncé par un très grand nombre de compatriotes de confession juive. C'est très maladroit. C'est très maladroit et en plus, je veux dire, c'est pas pour de bonnes raisons. Il essaye de faire croire que c'est pour de bonnes raisons, ça n'est pas vrai. La seule raison qui l'a poussé à commettre, quoi qu'on en dise, cette violation de la laïcité, c'est pas une catastrophe, hein, elle est attaquée de bien d'autres manières et bien plus mise en danger que l'allumage de cette bougie de Hanouka à l'Élysée. Mais en réalité, il l'a fait pour faire oublier qu'il a refusé de venir marcher contre l'antisémitisme dans la marche républicaine qui a eu lieu et qui a réuni l'ensemble de ceux qui sont très inquiets de la montée des actes antisémites dans notre pays. Voilà. C'est temps de se rattraper par rapport c'est une évidence pour tout le monde. Voilà. Et c'est une mauvaise raison. Et c'est une mauvaise manière qu'il fait à nos compatriotes de confession juive, évidemment. Parce qu'il va nourrir tous les antisémites qui vont dire « Ah, vous voyez, ils ont un traitement particulier, etc. » Donc, c'est une opération qui est vraiment néfaste et toxique du début jusqu'à la fin et qui, en plus, n'a été mise en œuvre que pour tenter, encore une fois, de faire oublier une faute politique lourde de la part d'Emmanuel Macron. Laïcité, Marine Le Pen, puisque l'IFOP a fait paraître une enquête auprès des Français musulmans sur les questions de religion et de laïcité. L'étude a dévoilé l'impopularité du modèle français de la laïcité auprès de cette grande partie de la population. Cette hostilité est particulièrement prégnante, je vais la citer, autour de l'école. 83% des Français musulmans plébiscitent l'idée de menu confessionnel à la cantine. Au registre vestimentaire, 72% d'entre eux désapprouvent l'interdiction des tenues traditionnelles islamiques comme la baya. Et puis, plus largement, il y a pas le sentiment, mais en tous les cas, la pensée selon laquelle il y a une forme d'islamophobie. La laïcité est vue finalement comme une arme. Comment faire face à de tels chiffres et un tel constat ? Lutter contre le fondamentalisme islamiste. Voilà, parce que la réalité, c'est que l'ensemble de ces chiffres qui sont vraiment inquiétants. Vraiment inquiétant. Moi, je les ai regardés de près, quand 50% des musulmans sont pour que les élèves n'assistent pas aux cours dont les contenus heurteraient leurs convictions, c'est extrêmement inquiétant. En réalité, on a laissé le frérisme, c'est-à-dire le fondamentalisme islamiste, prendre la main en réalité sur une partie de plus en plus importante, soit de nos compatriotes de religion musulmane, soit des étrangers musulmans qui sont dans notre pays. On a laissé faire. Et on a pire que laissé faire. Pardon. C'est qui Pardon. Nos dirigeants politiques. Nos dirigeants politiques, ce sont toujours eux qui sont responsables, cher monsieur. Dans une démocratie, les responsables, ce sont les dirigeants politiques. Ils sont responsables de l'immigration et ils sont responsables de la montée en puissance du fondamentalisme islamiste. Et non seulement ils en sont responsables, mais ils ont en plus condamné, empêché, insulté ceux qui, comme nous, disaient « Attention, il y a une montée en puissance du fondamentalisme islamiste, vous ne luttez pas contre lui » et par la force, par la pression, par le nombre, ils réussiront en réalité à imposer leurs lois. Aujourd'hui, selon la DGSI, il y a 150 quartiers qui sont entre les mains des fondamentalistes islamistes. Mais je reprends votre terme, fondamentaliste islamiste. Est-ce que, selon ces chiffres, selon vous, la majorité des musulmans de France sont désormais sous l'emprise du fondamentalisme islamiste ?
En tout cas, ils sont convaincus que la voie est celle-là. Et en réalité... A pris le contrôle de l'islam de France? Pardon? L'islamisme a pris le contrôle de l'islam en France? Ah il est en voie de le faire, oui. Oui, il est en voie de le faire. C'est une évidence. Mais on n'a rien fait pour empêcher ça. Après l'attentat contre Samuel Paty, on nous avait fait plein de promesses. On allait réduire les associations qui portent une pensée fondamentaliste islamiste. On ne l'a pas fait. On allait fermer les mosquées. On ne l'a pas fait. On a fait un pauvre texte sur la laïcité que certaines organisations ont refusé de signer. Et sanction de ce refus de signer, rien. Voilà. Donc on ne fait rien. Je crois que c'est un danger majeur, car le fondamentalisme islamiste est une idéologie totalitaire. Il faut donc la traiter comme une idéologie totalitaire. Et il faut pour elle une législation que nous avons d'ailleurs rédigée, qui est la proposition de loi que nous avons rédigée pour lutter contre les idéologies islamistes et qui permet de s'attaquer à cette idéologie dans l'ensemble des secteurs de notre société. Marine Le Pen, il y a ça et il y a par exemple ce que dit, il l'a dit sur CNews, Philippe de Villiers. Il a assuré au sujet des élèves français musulmans, je voulais vous le soumettre, ces élèves qui jugent la laïcité discriminatoire, il dit « Si on veut qu'ils nous ressemblent, dit-il, ce ne sera pas dans l'hédonisme, le nihilisme, la laïcité du vide, ce sera dans l'exaltation de notre patrimoine vital ». Est-ce qu'il a raison aussi sur cet aspect un peu plus immatériel, finalement plus culturel? Est-ce qu'il faut combattre aussi et se battre dans ce domaine-là? Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on a tout fait à l'envers et on s'est donné tous les moyens d'échouer. On s'est donné les moyens d'échouer par le nombre, parce qu'on a accueilli tellement de gens qu'on ne peut pas mettre en place une politique d'assimilation. L'assimilation, c'est une démarche personnelle. Je souhaite, moi, personnellement, m'assimiler à un pays. On n'assimile pas un peuple. Bon. Donc, plus il y a de gens, plus on rend l'assimilation extrêmement compliquée. Après, on leur a dit, assimilez-vous à nous. Nous sommes des colonialistes, un petit pays qui s'est extrêmement mal tenu à votre égard, des pilleurs de richesses, j'en passe, des racistes, des xénophobes, j'en passe et des meilleurs. Mais est-ce qu'il y a une personne qui a envie de s'assimiler à un pays comme cela? Donc, oui, il a raison quand il dit qu'il faut à nouveau que nous leur offrions la volonté de s'assimiler à un pays qui est un grand pays, avec une culture incroyable, avec une histoire incroyable, portant une civilisation incroyable. Bien entendu, il a raison quand il dit cela. Mais là encore, pardon ? Vous ne semblez pas y croire du tout. Mais si, j'y crois. Bien sûr que j'y crois. J'y crois tellement que je vais vous dire... J'ai défendu pendant très longtemps et je continue à défendre la priorité nationale. Pourquoi ? Parce que je pense que les Français doivent être mieux traités chez eux en termes d'accès au HLM, en termes d'accès à l'emploi, que ceux qui s'invitent dans notre pays ou que nous invitons d'ailleurs dans notre pays. Mais ça permet aussi de rendre un contenu à la nationalité française pour ceux qui ont acquis cette nationalité française. Vous voyez, être français, ça n'est pas pareil que de ne pas être français. Aujourd'hui, ils ne voient pas la différence entre les deux. Quelle est la différence entre être français et ne pas l'être ? Parfois même quand on ne l'est pas, on est mieux traité, et même souvent, et de plus en plus, que lorsque on est français. Encore une question, Marine Le Pen, avant de marquer une pause et d'en venir au Rassemblement national des sondages. Pour autant, c'est important de le dire, vous avez une différence majeure avec Éric Zemmour. Vous n'employez pas le concept, l'expression, peu importe, de guerre, de civilisation. Vous ne voulez pas... D'abord, peut-être que vous n'y croyez pas. J'y crois pas. Vous n'y croyez pas, mais vous pensez, ce que j'ai lu, que c'est dangereux. Mais bien entendu, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'en réalité, c'est... créer une forme de guerre, accepter l'idée d'une forme de guerre religieuse. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la civilisation judéo-chrétienne qui serait donc en guerre avec la civilisation musulmane. Mais c'est faux en plus. C'est faux. C'est faire fi, je veux dire, de toutes les différences qui peuvent exister dans le monde musulman. Il y a toute une série de pays musulmans qui luttent contre les fondamentalistes islamistes. L'Égypte, les Émirats arabes unis. Je veux dire, nous avons hier accueilli nos compatriotes harkis
qui n'ont jamais posé aucune difficulté. Ils étaient musulmans. À Mayotte, 95% de nos compatriotes sont musulmans. Il n'y a aucune difficulté. Donc je pense que c'est une erreur d'analyse. Et c'est évidemment dangereux parce que du coup, ça assigne de fait des gens dans deux camps qui sont différents. Pour le coup, Jordan Bardella a eu parfaitement de raison de dire que la seule guerre qui existe, c'est entre la civilisation et la barbarie. La barbarie étant incarnée par ce fondamentalisme islamiste contre lequel nous ne menons pas une lutte sérieuse. Une pause et on se retrouve pour la dernière partie de l'émission. La suite de votre émission sur CNews et Europe 1 avec notre invitée Marine Le Pen. Plus d'un tiers des Français disent adhérer aux idées du RN selon un récent sondage, notamment pour Le Monde. Beaucoup de Français, Marine Le Pen, qui estiment désormais que le RN ne représenterait pas du tout un danger pour la démocratie une fois au pouvoir. Est-ce que vous diriez que la stratégie de normalisation, certains appellent de dédiabolisation, est achevée ? Ça vous fait sourire. Pourquoi ? Achevé, je ne sais pas. En tout cas, je ne peux que me réjouir de ces résultats. Je veux dire, depuis 20 ans, je me suis donné comme objectif de montrer le Rassemblement national tel qu'il est et pas tel qu'on cherche à le caricaturer, à travailler, à expliquer les raisons pour lesquelles nous sommes sur telle ou telle position. Alors évidemment, ce qui a facilité les choses, c'est qu'aujourd'hui, le Rassemblement national est le centre de gravité des idées politiques en France. Bon, la réalité, c'est que tout le monde vient vers nous quand même. Hein. Les LR reprennent quasiment mot à mot l'intégralité de nos propositions, du droit d'asile qui doit être demandé dans les consulats, à la suppression de l'AME. Ils étaient contre il y a encore quelques années, au référendum sur l'immigration. Ils n'en avaient encore il y a quelques années jamais parlé. Bon, donc tant mieux. Je veux dire, je ne peux que me réjouir de cela. Et ça nous permet d'essayer de convaincre de plus en plus, pas seulement sur les constats que nous faisons, parce que je pense que c'est quand même maintenant assez largement partagé, les constats. On n'a plus trop à se battre sur le fait qu'on vit une apocalypse migratoire, que rien n'est géré dans ce domaine, que l'insécurité est en grande partie liée à l'immigration, etc., etc. Mais sur les solutions que nous entendons mettre en œuvre. Et quand Jordan Bardella, comme le week-end dernier à Florence, s'affiche avec des leaders d'extrême droite pas toujours recommandables, c'est pas pour vous un peu un accroc dans cette stratégie de normalisation ? Vous vous présentez en France comme un parti irresponsable ? Encore une fois, si vous cherchez à chaque fois à faire assumer le poids des prises de position des partis alliés ailleurs en Europe, vous allez trouver chez Renew, etc., certainement un certain nombre de trucs assez rigolos, voyez-vous, parce que tous les pays n'ont pas la même culture, n'ont pas la même histoire. Moi, je cherche encore une fois, et Jordan est dans cette vision-là, des alliés, pas des clones. Je ne cherche pas à avoir des gens qui pensent exactement la même chose que moi sur l'intégralité des sujets. Je cherche des gens qui considèrent que la souveraineté d'une nation est le gage de la démocratie. Voilà, c'est clair. Si nous n'avons pas de souveraineté, si nous n'avons pas de souveraineté, alors ça ne sert à rien de faire des élections, puisque ce que décideront les Français ne pourra pas être appliqué parce qu'il n'y aura plus de souveraineté. Donc je cherche cela. Après, c'est à leur peuple de décider ce qu'ils souhaitent ou ce qu'ils ne souhaitent pas. C'est leur problème, ça n'est pas en l'occurrence le nôtre, et c'est vrai également sur le plan économique, où vous êtes bien placé pour savoir que des pays sont très différents dans la structuration économique qui est la leur, dans leur histoire, dans leur culture économique. Parce qu'il existe aussi une identité économique dans les pays, et donc on peut avoir des divergences avec eux. C'est pas bien grave. L'important, c'est que leurs décisions n'influent pas, évidemment, sur nous. Et l'heure est-elle venue, d'ailleurs, parce que c'est la petite musique qui court aussi, d'une réconciliation entre le RN et le milieu patronal, qui n'était pas nécessairement historiquement votre allié? Bon, d'abord, on n'a jamais eu de fâcherie. En réalité, là, je vous parlais de caricature. Moi, il n'était pas en amour avec vous. Non, mais on a été très clairement... J'adore cette expression. Très clairement, on a été victime, vis-à-vis du milieu patronal, c'est vrai, d'une forme de caricature. L'intégralité de notre projet était résumée à une vision qui est elle-même caricaturale de la retraite à 60 ans. Alors que vous savez que nous sommes pour la retraite de 60 à 62, avec surtout 40 à 42 annuités, sans parler de rien d'autre. Ni de la capacité que nous avons à faire baisser le prix de l'énergie, ni pour parler de notre volonté de réindustrialisation. Parce que vous leur dites à ces grands patrons que vous rencontrez. Hein. Oui, au sud de tous. Justement. Rassurez-vous, parce qu'ils ont l'air inquiets. Eh bien, je leur dis d'abord de lire le projet économique.
Il faut lire le projet économique du Rassemblement national. Et pour beaucoup d'entre eux, ils s'apercevront que vouloir réindustrialiser le pays, vouloir travailler sur la productivité, vouloir donner de l'emploi, comme l'a dit le président du MEDEF d'ailleurs, d'abord aux Français avant d'aller chercher des étrangers pour venir dans les métiers en tension, dont nous savons que ça pèse à la baisse sur les salaires de l'ensemble de ces secteurs. Tout cela, nous l'avons dans notre projet et nous sommes évidemment prêts à en discuter avec eux. Dernière question, Marine Le Pen. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher, de votre point de vue, d'arriver au pouvoir ? La volonté des Français. Que vous répondre de plus dans une démocratie, si tant est, encore une fois, que le combat soit loyal. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est la déloyauté de nos adversaires politiques, qui nous attaquent sur nos propositions. Mais bien sûr, ça s'appelle la démocratie. Qu'on en débatte, que chacun défende sa vision, c'est normal. Mais ils ne le font jamais. En réalité, ils usent et abusent de l'insulte, de l'injure et de la caricature, parfois même en dénaturant totalement les propositions qui sont les nôtres. Et ça, encore une fois, ça prouve une forme de fébrilité de leur part et une forme de déloyauté de la vision du combat politique. Projet contre projet. Exactement. C'est ce qu'on a essayé. On a essayé d'en parler ce matin. Merci d'avoir été notre invité pour Merci à vous, c'était un grand plaisir. Europe 1, CNews Éco. Je remercie mes camarades évidemment, Stéphane et Mathieu. Bon après-midi sur nos antennes communes CNews et Europe 1.